Avec Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Que fait le numéro 2 du Front National, Louis Alliot, en Israël? De quoi je me mêle? Il est allé en Israël parce que un certain nombre de Français qui habitent en Israël voulaient le rencontrer, avaient des gens à lui présenter, voulaient connaître mieux le programme de la candidate Marine Le Pen et par conséquent, il a répondu à cette invitation. Le Front National a besoin d'électeurs juifs? Le Front National a besoin de tous les électeurs français. C'est pour ça que quand je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré les Français qui vivent aux États-Unis. Si demain je suis amené à aller dans d'autres pays, je rencontrerai bien sûr les Français qui vivent là-bas. Je pense qu'il faut répondre à toutes les invitations, à toutes les sollicitations, surtout quand il s'agit de mieux connaître le projet qui est le mien. Israël, ce n'est pas n'importe quel pays. Le président du CRIF expliquait il y a quelques mois encore que le Front National était un risque pour la communauté juive. Oui, mais le président du CRIF est un adversaire politique, qui fait de la politique. Il n'est pas là pour défendre les intérêts des Français juifs. Il est là pour défendre ses options politiques et les gens avec qui il fait de la politique, c'est-à-dire en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Toujours du bon côté du manche d'ailleurs. Hein. Quand ils sont socialistes, il est socialiste. Quand ils sont à droite, il est à droite. Bon, donc il se comporte comme un adversaire politique. Mais il ne représente pas les Français juifs. Je considère que le CRIF n'est pas du tout une association représentative. Je m'étonne d'ailleurs que monsieur Prasky, en toutes circonstances, parle au nom d'Israël. Je ne savais pas qu'il était ambassadeur d'Israël en France, monsieur Prasky, mais bon. Alors, on va revenir à ce qui fait l'actualité du moment, en particulier dans une région que vous connaissez bien, qui est le Nord-Pas-de-Calais. On va écouter ce que disait Jack Lang, c'était vendredi sur BFM TV, où on évoquait ce que disait Arnaud Montebourg. Vous savez, cette opération main propre, Nord-Pas-de-Calais, écoutez ce que disait Jack Lang. En tout cas, si je le rencontrais dans les heures qui viennent, il recevrait une bonne paire de gifles déjà. C'est comme ça qu'on traitait les choses naguère quand on se conduisait mal. En tout cas, je décide de demander à mon avocat de porter plainte pour diffamation et calomnie. Non, en général, on provoquait en duel. C'est un tout petit peu plus classe que la simple paire de claques. Mais enfin, on peut pas trop en demander non plus à Jack Lang. Moi, je n'ai pas d'éléments précis sur l'implication éventuelle de monsieur Lang dans les affaires de corruption. Ce que je sais, c'est ce que je dénonce avec Steve Briouat depuis des années, c'est-à-dire dès 2003. Qui est un élu d'Hénin-Beaumont. Oui, qui est un élu d'Hénin-Beaumont, à savoir l'entreprise de corruption quasi généralisée, il faut bien le dire, dans le Pas-de-Calais, impliquant toute une série d'entreprises, impliquant des raquettes. Mais ça, vous avez des preuves, alors, vous. Ah oui, mais bien entendu, nous les avons données. Mais d'ailleurs, nous avons dénoncé cela depuis, encore une fois, des années. Bien avant, d'ailleurs, que M. Dallongeville, l'ancien maire d'Hénin-Beaumont, parte en prison. Bon, à l'époque, tout le monde adorait Gérard Dallongeville. Hein, la droite, la gauche, M. Hollande, Mme Aubry, M. Montebourg. Tout le monde avait appelé à voter pour lui au second tour. Mme Pécresse, M. Villepin, etc., etc. C'était l'union sacrée autour de l'escroc d'Allongeville. Et puis tout d'un coup, chacun se pince le nez en disant « mais mon Dieu, c'est affreux ». Or, il le savait depuis très longtemps, ne serait-ce que parce que nous l'avons dénoncé, cette situation de corruption qui est probablement peut-être même plus grave que celle qui touche les Bouches-du-Rhône. Pourquoi vous dites plus grave? Parce que je pense qu'elle est plus généralisée, qu'elle est plus ancienne, qu'elle est plus structurée que ne l'est le système de corruption monté par monsieur Guérini. J'espère donc que la justice va faire le nécessaire et je vous rappelle que les accusations qui sont portées par Gérard Dallongeville porte sur un financement mafieux du Parti socialiste. La justice a donc du travail à faire. Est-ce que vous croyez François Hollande, candidat socialiste à la présidentielle, lorsqu'il dit ce matin qu'il n'avait pas connaissance de dysfonctionnement financier? Non, il ment. Non, M. Hollande ne peut pas ne pas savoir, d'abord parce que la Cour régionale des comptes a effectué un grand nombre de rapports sur ce sujet, que ce soit d'ailleurs sur Hénin-Beaumont, que ce soit sur la Soginorpa, sur Adevia, donc il ne pouvait pas ne pas savoir. Et si j'en crois le JDD de dimanche, il a appelé M. Kucheda, qui est soupçonné d'être au centre de ce système mafieux. Député maire de Liévin. C'est ça, pour lui affirmer son soutien le plus total. M. Hollande va devoir s'expliquer aussi sur cette problématique. D'autant que c'est un élément assez étonnant, mais je crois qu'il mérite d'être souligné. Comme par hasard, les deux fédérations les plus puissantes du Parti socialiste sont les fédérations du Pas-de-Calais et des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire les deux plus corrompues seraient donc les deux plus puissantes. Il n'y a pas loin, honnêtement, vous l'admettrez, pour en tirer la conclusion que c'est grâce à cette corruption, grâce à ce clientélisme, que le Parti socialiste a assis sa puissance dans un certain nombre d'endroits en France.
veut dire que le Parti socialiste vit avec de l'argent sale, de l'argent mafieux, quoi. En tout cas, il ferme les yeux jusqu'à quel point celui-ci a bénéficié de ces détournements. Bah, écoutez, ça c'est à la justice de le dire. Moi, encore une fois, je n'ai vu que ce que M. Dallongeville en a dit, à savoir, il accuse clairement le Parti socialiste d'avoir été financé de manière occulte par cette corruption. Et vous faites confiance à la justice pour ces affaires politiques? Écoutez, si on peut plus faire confiance à la justice, on peut plus faire confiance à personne. On sait que ça traîne, ça prend du temps. Ça c'est sûr, non mais ça c'est sûr. Mais il est évident que la nomination d'un certain nombre de personnes au parquet, ici et là, a exprimé la volonté très claire du pouvoir de pouvoir influer directement sur la justice. Mais j'espère tout de même que les magistrats qui sont en charge de ces dossiers pourront faire la lumière. Je vous signale avoir moi-même été victime par ricochet de ces affaires de corruption, puisque M. Pichoff, qui avait condamné à une peine extrêmement légère le voyou qui m'avait tiré dessus en pleine braderie des Nains Beaumont, eh bien M. Pichoff est parti au trou avec les menottes, puisqu'il était acheté par M. Dallongeville et ses amis. Il touchait des pots de vin pour pouvoir rendre des jugements qui les avantageaient. Vous serez candidate aux législatives dans cette région à Nains Beaumont? Je suis candidate à la présidentielle. Dans l'actualité, il y a justement un homme qui vient déclarer qu'il est candidat. Qu'en est-il de la justice sociale? Qu'en est-il de l'emploi? Qu'en est-il de la croissance? Qu'en est-il de nos usines, de nos banlieues, de nos campagnes? Alors je n'accepte pas cette situation. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Que pensez-vous de la candidature Villepin? Je pense que c'est pas une très bonne nouvelle pour Monsieur Sarkozy, mais que heureusement pour Monsieur Sarkozy, Monsieur de Villepin est un velléitaire et qu'à mon avis il n'ira pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'en a pas la volonté. La réalité de cette déclaration, c'est que c'est un chantage qui est probablement fait à Nicolas Sarkozy et qu'il va négocier. C'est un moyen de négociation, parce qu'aujourd'hui c'est la grande négociation, c'est la grande braderie, vous avez remarqué, entre le Parti socialiste et les Verts, à droite, chacun négocie ce qu'il va pouvoir avoir, pas avoir. C'est bien malheureux que la politique en soit arrivée là, mais c'est ainsi. Qu'est-ce qu'il pourrait et c'est la raison pour laquelle les Français s'en détournent d'ailleurs, et je les appelle à s'en détourner. Mais je prends le pari avec vous aujourd'hui, on note, on met une petite croix sur nos agendas. Je pense que M. de Villepin n'ira pas jusqu'au bout de cette candidature. Et vous négociez de mauvais sondages, le sondage LH2 qui vous place quasiment à hauteur de François Bayrou qui réussit une percée à 13%. Oui, permettez-moi quand même d'émettre les plus grands doutes sur cet institut. L'Institut LH2? Oui, l'Institut LH2 qui à chaque fois d'ailleurs donne des sondages. À chaque fois il y a un buzz. C'est drôle, hein. La dernière fois c'était Sarkozy qui était juste près de Hollande. Cette fois-ci c'est Bayrou qui est juste près de Marine Le Pen. Moi, des instituts de sondage qui font des variations d'un mois sur l'autre, plus 6, plus 8, moins 12, je trouve que ça n'est absolument pas sérieux et je crois qu'en cela, l'ensemble des autres spécialistes et professionnels des sondages partagent mon avis. Donc LH2 est une version commerciale du sondage. Tous les autres sondages me donnent à un niveau extrêmement élevé et il est en cela une exception. Jamais au second tour. Ça a été le cas. Vous savez, la campagne n'est pas terminée, hein, permettez-moi. Par conséquent, nous attendons de voir ce que les semaines et les mois qui viennent vont nous offrir. C'est grave quand même de remettre en cause cet institut, alors parce que tous les médias mais très clairement. S'en font écho. Mais LH2, vous avez placé à 20%. C'est sûrement très grave, cher monsieur, mais je le prends, ce risque-là, terrible. Je mets en cause, effectivement, LH2. Je pense que ça n'est pas un institut sérieux, encore une fois. Même lorsqu'il vous avait placé à 20%, parce qu'il avait été un des premiers à vous placer assez haut. Non, j'étais à 11 au mois de juin chez LH2. Mais encore une fois, un institut qui donne des variations de plus 8, personne n'y croit dans les milieux professionnels des sondages. Mais bon, voilà. Donc tout va bien pour vous. C'est l'aspect commercial, ça va, c'est bien, merci. Marine Le Pen est avec nous sur RMC dans les GG. On va continuer d'écouter les extraits de l'actualité avec vous, Marine Le Pen, et puis on vous posera des questions pour contre sur des mesures que l'on entend à propos de la présidentielle. Certains disent si j'ai été élu, voilà ce que je ferai. Donc on vous posera la question et vous nous donnerez vos réponses, Marine Le Pen. Mais pour celles et ceux qui vous découvriraient aujourd'hui, votre fiche de renseignement que l'on fait avec chaque personnalité qui passe dans les grandes gueules, je vais rappeler que vous êtes né le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine. Oui.
Situation de famille, s'il vous plaît. Je suis divorcé, j'ai 3 enfants. Qui ont quel âge? Qui ont 13 ans pour l'aîné et 12 ans pour les jumeaux. Vos revenus aujourd'hui? 8 000 écrétés, hein, c'est le maximum autorisé par la loi, 8 000 bruts. En tant que député européen? En tant que député européen, je suis totalement écrété de mes indemnités de conseiller régional. Et pour qui allez-vous voter en 2012? Pour moi-même. Marine Le Pen sur RMC dans les grands lieux. On va écouter Thierry Mariani, le ministre des Transports. Il était assis à cette même place vendredi. Nous parlions du Big Bang de la SNCF, des changements d'horaire, et puis on lui posait une question sur vous, Thierry Mariani. Bon, rien de spécial parce que finalement c'est toujours un peu le même discours, c'est l'entreprise familiale qui continue, on dénonce, on exploite un fonds de commerce mais on ne veut surtout pas régler les problèmes et puis vous devriez l'inviter avec finalement des responsables socialistes parce que l'un sert bien l'autre. Réponse à l'un de ceux qui représentent la droite populaire à l'UMP aujourd'hui? Oui, mais M. Mariani n'y connaît rien en démocratie, manifestement, ni en démocratie interne des partis politiques. C'est normal parce que l'UMP, ils n'ont pas désigné le secrétaire général de l'UMP. Il a été nommé par le président de la République. Donc il faut lui rappeler que moi, j'ai été élu au sein de mon mouvement. Hein, donc quand il parle de petite entreprise familiale, je pense qu'il pense à l'EHPAD, mais sûrement pas au fonctionnement du Front National, qui lui est un fonctionnement, encore une fois, démocratique. Les adhérents ont voté. Ils ont voté dans des conditions qui n'ont jamais été contesté ni critiqué par quiconque et j'ai été élu, n'en déplaise à monsieur Mariani. Je comprends que ça l'ennuie, mais c'est ainsi. On vous reproche d'être l'héritière de votre père, effectivement la dynastie Le Pen, c'est ce qui tient le Front National. Je suis la fille de mon père, oui, ça c'est sûr. Ça, monsieur Mariani n'a pas inventé l'eau chaude, mais de là à enfoncer les portes ouvertes telles que celle-là, je suis effectivement la fille de mon père. Quant à cette idée couramment répandue dans les fiches argumentaires de l'UMP que nous n'avons pas de solution, nous en avons plein. D'ailleurs, la droite populaire sait parfaitement où les trouver, puisqu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour, comme des perroquets, en général, sortir des mesures qu'ils ont directement trouvées dans le programme du Front National. La droite populaire pompe le Front National, pique au Front National. Régulièrement, ils ont aucune idée personnelle. Ils disent, c'est nous la vraie droite décomplexée, on n'est pas l'extrême droite. Non, mais ils sont là pour ça. Ils l'ont dit d'ailleurs dans un mail. Ils ont dit, notre objectif, c'est de recrédibiliser le président de la République, de le relégitimer face à tous les électeurs qui se sont détournés de lui parce qu'ils sont déçus que celui-ci n'ait respecté aucune de ses promesses. Bon voilà, et c'est pour ça que j'ai dit que la droite populaire c'était un slogan publicitaire. Alors la droite populaire pique vos idées, est-ce que ce monsieur vous Mais pique? il les applique pas eux en revanche. Est-ce que ce monsieur parle comme vous? On l'écoute. Nous souhaitons que la France reste respectueuse de ses traditions, y compris de ce qui fait l'art de vivre français, comme les civilités, si vous voulez, la politesse, la gentillesse des uns avec les autres. Claude Guéant qui demande aux étrangers de respecter l'art de vivre à la française. C'est quand même la moindre des choses. Ce qui est inquiétant, c'est que le ministre de l'Intérieur, en soi lui aussi, a exprimé une pensée aussi évidente et presque à son niveau indigente, permettez-moi, qu'il règle les problèmes d'insécurité très graves dont il a la charge, qu'il règle... on les règle. On va donner des fusils à pompe à la BAC à Marseille. Oui, alors il va falloir que monsieur Guéant nous explique, parce que c'est pas la même portée que si c'est pour répondre au Kalachnikov, ça va pas être facile. Ce qu'il faut surtout, c'est donner des ordres aux policiers. Or, les ordres, les policiers ne les reçoivent pas, moyennant quoi les policiers sont désarmés, moralement surtout. Ils ont peur de leur hiérarchie, ils ont peur d'intervenir, et ça les met dans des situations de danger. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de policiers qui meurent en courant après des criminels que de criminels qui meurent en exerçant 14 leur sale policiers qui métier. sont morts d'ailleurs cette année. Et tiens, par exemple, vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi pour la police tout de suite en première mesure, Marine Le Pen? Tout de suite, je mets en place la présomption de légitime défense. Tout de suite, je leur redonne les moyens humains et matériels d'agir, et surtout, je leur donne des ordres et je fais arrêter les 5000 leaders de délinquance et de criminalité qui sont parfaitement détectés dans notre pays et qui agissent... Il y en a 5000. Oui, il y en a 5000 qui agissent quasi exclusivement. Comment vous savez qu'il y en a 5000? Mais parce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent sur ces sujets. Figurez-vous, c'est pas la politique criminelle en France, la criminologie, c'est pas au doigt mouillé. Non, mais si vous dites, oui, non, c'est très intéressant. Si vous dites qu'il y en a 5000 qui sont identifiés, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrêtés par le ministère de l'Intérieur ou par les policiers? Ah, mais parce que le ministère de l'Intérieur ne donne pas les ordres pour ce faire, parce qu'il
ne sait pas comment faire, parce qu'il n'a pas la volonté, parce que il sait qu'arrêter ces 5000 personnes, c'est aussi aller dans les banlieues et aller les chercher, et qu'il ne veut pas aller les chercher parce qu'il a peur des émeutes, parce que l'État vit dans la peur des criminels, des voyous et des trafiquants de drogue, et que tant que la peur, effectivement, n'aura pas changé de camp, le problème de l'insécurité ne sera pas réglé dans notre pays. On passe au pour ou contre ? Alors, on y va. On y va. C'est les questions sur cette présidentielle pour vous, Marine Le Pen. Première mesure, pour ou contre le référendum sur le nucléaire ? Je suis pour le référendum de manière absolument générale. Et sur le nucléaire ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que ça engage l'avenir du pays, que ça nécessite un débat de fond, ce qui évitera d'ailleurs aux Verts de multiplier les sottises sur ce sujet. Mais vous êtes pour le nucléaire parce qu'on ne sait pas trop. Non, mais j'ai été très clair. Je pense que le nucléaire est effectivement une énergie dangereuse et que donc le jour où on pourra s'en passer, je m'en féliciterai grandement. Je fais tout pour qu'on puisse s'en passer, mais pour l'instant on peut pas s'en passer. Et comme je tiens à l'indépendance de mon pays énergétique et que je tiens à ce que les prix ne s'envolent pas parce que les Français déjà n'arrivent pas à boucler les fins de mois, il est aujourd'hui absurde d'envisager et même de prévoir une date de sortie du nucléaire puisque nous n'avons pas d'énergie de substitution qui permette effectivement de remplacer le nucléaire. Mais oui pour le référendum, oui pour le référendum d'initiative populaire, par exemple 500 000 personnes qui pourraient réclamer un référendum, celui-ci serait inscrit et ça permettrait que les Français s'expriment enfin sur les grands sujets qui touchent leur avenir, mais encore faut-il qu'on respecte évidemment le résultat du référendum, ce qui n'a pas été le cas en 2005. Pour ou contre la suppression des agences de notation, agence Moody's par exemple, qui a un jugement assez sévère sur le sommet de Bruxelles. Non mais je pense que, je veux dire, casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre m'apparaît assez absurde. Les agences de notation n'ont que le pouvoir que les politiques leur ont autorisé à avoir. C'est les politiques qui ont transmis le pouvoir au marché financier. Et en réalité, les agences de notation sont des fournisseurs des marchés financiers. Bon, donc il faut remettre totalement en cause ce système du monopole des marchés financiers et supprimer la loi de 73, c'est-à-dire autoriser la Banque de France à prêter au Trésor à taux d'intérêt très faible. Ben oui, mais c'est le seul moyen de casser ce monopole des marchés. Mais si vous voulez manifester contre le thermomètre, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Pour ou contre la nationalisation des banques ? Oui, je suis pour. Mais d'abord, il faut séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Je pense que les banques sont dans une difficulté très grave qu'on cache aux Français d'ailleurs, et qu'il faudra, après cette séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, nationaliser temporairement et partiellement au coût du marché, parce que si elles vont très mal, vous voyez que l'action va pas coûter très cher, parce qu'il faut protéger les dépôts des Français. Et ce qu'on a fait dernièrement est absurde et scandaleux. On a pris l'argent des Français, on l'a mis dans les banques et on a refusé d'influer sur la direction de ces banques. On a prêté l'argent, donc d'ailleurs ça nous a rapporté l'argent. On est rentré au capital, permettez-moi. On est rentré au capital, on a refusé de siéger au conseil d'administration. L'État s'est comporté de manière parfaitement indigne. Il faut évidemment changer tout ça. Le but est encore une fois de protéger évidemment les dépôts des Français. Alors une mesure qui fait causer... Pour ceux qui en ont encore. Une mesure qui fait causer la TVA sociale. Pour ou contre la TVA sociale ? Je suis contre la TVA sociale parce que je considère que faire peser sur la consommation le soin de financer le social, c'est vrai que le fait que le financement du social pèse sur le travail, c'est pas bon, mais le fait de le faire peser sur la consommation, ça veut dire que tous ceux qui sont les plus modestes dans notre pays et qui dépensent une part très importante de leur salaire ou de leurs revenus dans la consommation seront évidemment désavantagés. Mais si vous arrivez au pouvoir, vous augmentez les impôts ou pas ? Non, j'augmente pas les impôts. Je vais d'abord en créer un, c'est le droit de douane. Donc ça, c'est un impôt supplémentaire. Nous sommes en train d'y travailler avec l'ensemble de mes experts et de mes fiscalistes. Donc vous admettrez avec moi que sur toute une série de sujets, ils ont été particulièrement lucides avant les autres, puisque ils avaient prévu tout ce qui est en train de se passer depuis des mois maintenant. Des droits de douane, mais on risque aussi nous de payer aussi des droits si on en impose aux autres. Non, parce que c'est déjà une mesure de rétorsion de notre part, en quelque sorte. C'est un rééquilibrage, puisque dans toute une série d'autres pays, nous payons déjà des droits de douane. C'est le cas aux États-Unis, et c'est le cas en Chine. Et puis pour ou contre la baisse du salaire du président ? François Hollande a dit si je suis élu, c'est moins 30% tout de suite. Et vous, si vous êtes élu ? Oui, on se rappelle le scandale quand même qui a consisté pour Nicolas Sarkozy de s'augmenter de 174% dès son arrivée au pouvoir. Est-ce que vous baissez le salaire ? Oui, surtout je mets tous les salaires sur la même base que ceux des députés, ministres, présidents de la République. On ne fait pas cela pour gagner de l'argent ou pour payer pareil, même salaire pour les trois. Exactement, même pareil, c'est même salaire pour les trois. Et puis une dernière question, c'est Yann qui vous demande, Madame Le Pen, qu'est-ce que vous faites de la chaîne Al Jazeera qui a acheté les droits du football français ? Est-ce que vous êtes choquée ?
Je suis choqué. Je suis assez étonné que le Qatar intervienne partout en toutes circonstances et cherche manifestement à introduire. Oui, ils ont de l'argent, oui, mais le problème c'est que, figurez-vous, dans la société française, tout n'est pas à vendre et tout n'est pas à acheter. Et que moi, j'ai pas envie que nous nous fassions acheter par des Vous voulez nationaliser le foot capitaux, aussi non, des monarchies, des pétromonarchies, voilà. Je pense que l'État français aide beaucoup en ce moment le Qatar, probablement parce que l'émir du Qatar est un ami du président. Ce qui m'inquiète plus, c'est les investissements qu'ils font dans la banlieue, les investissements massifs. Je ne voudrais pas que la banlieue soit instrumentalisée par un État comme le Qatar. À votre avis, le Qatar cherche à s'infiltrer en banlieue, à instrumentaliser la banlieue? En tout cas, c'est un risque, et je pense que quand on dirige... Et là, ils ont créé un fonds, effectivement, pour trouver les nouveaux talents dans les banlieues françaises. Oui, mais je pense que quand on est un grand pays comme la France, il faut être conscient des dangers de voir ainsi un État qui cherche à avoir le leadership dans la région. Mais est-ce que la France occupe c'est un État du Golfe et que c'est un État musulman? Oui, on a bien compris. Mais la France s'occupe pas de ses nouveaux talents en banlieue, c'est pour ça. Mais excusez-moi, comme la France a toujours la démocratie à la bouche, je suis pas sûr que le Qatar soit un exemple extraordinaire, en l'occurrence, de démocratie. Je dis attention aux influences qui peuvent s'exercer dans notre pays, même quand c'est au travers de l'argent, et surtout peut-être quand c'est au travers de l'argent. Et les nouveaux talents en banlieue, on en fait quoi, là? Parce que ça veut dire que la France s'en occupe pas. C'est bien grave. Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire, surtout? Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate à l'élection présidentielle. Merci. Demain, dans les...